Sunday Night Production. L'Asie centrale a cette particularité que donc ce sont des grands paysages ouverts, on est souvent en altitude, au moins pour le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, et bon, autour des villes, enfin dans les villes il y a du monde, mais dès que t'en sors, il n'y a plus grand monde, donc le ravitaillement n'est pas simple. Le ravitaillement mécanique, alors, il n'existe pas du tout, et le ravitaillement, on va dire, de santé, alors lui c'est pareil, il peut être extrêmement compliqué. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'Ultra Trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Cédric Tassin aujourd'hui. Bonjour Cédric. Alors la première question que j'ai envie de te poser avant de te présenter, parce que je sais que tu es un globetrotter, tu es partout autour de la planète, qu'on le voit à travers tes différentes vidéos, c'est où est-ce que tu te situes au moment où on échange ? Je suis chez moi, dans le sud de la France, à Saint-Cyr-sur-Mer. C'est une petite commune entre Toulon et Marseille, voilà, où je passe en fait une très très grande partie de mon temps en fait annuel. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que je suis toujours en voyage. C'est pas vraiment le cas. Voilà, je ne pars pas forcément si souvent que ça et si longtemps que ça. Mais bon, forcément, j'en parle beaucoup et on en parle beaucoup, donc forcément, on a l'impression que je suis toujours dehors, quoi. Bon, en tout cas, ça va être intéressant que tu nous partages ça. Et puis, la deuxième question, et celle-ci, elle est vraiment traditionnelle sur le podcast Ultra Talk, c'est Cédric, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui écoutent cet épisode ? Alors, oui, moi, donc, je m'appelle Cédric Tassan, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Voilà, j'aime bien commencer par ça, parce que comme ça, au moins, ça montre que finalement, on peut avoir une activité d'explorateur voilà, en lien avec une activité familiale et avec aussi une activité familiale, sociale, une activité aussi professionnelle. Moi, j'ai plusieurs casquettes. À la base, je suis éditeur. J'ai créé les éditions Vtopo en 2005. On édite des topoguides VTT, gravel, vélo de route, escalade, etc. Donc, ça existe toujours et je gère toujours l'entreprise. Et puis, je fais aussi, bien sûr, de la vidéo, du documentaire autour de la thématique de l'exploration à vélo en solitaire. Voilà en gros comment on peut me définir. Et j'ajouterais que ça peut être intéressant aussi peut-être pour des gens qui nous écoutent et qui seraient peut-être aussi en train de tourner en rond sur le plan professionnel. Moi, je suis ingénieur à la base. Donc j'ai un bac+5 et j'ai jamais eu la chance de pratiquer en fait ce métier. Je n'ai jamais été ingénieur dans ma vie. Alors c'est pas que j'en avais pas envie, mais c'est que en fait j'ai jamais trouvé de boulot dans cette branche-là parce qu'en fait je pense que un recruteur me l'avait dit, je n'étais pas fait pour ça. Mais il m'a fallu du temps pour le comprendre. Donc quelque part, si toi aussi tu nous écoutes et que tu es un peu, on va dire, perdu dans ta recherche professionnelle, la vie t'apportera peut-être des choses assez Des particulières, réponses. comme ça a été mon cas. Voilà. Des réponses. Intéressant comme présentation. C'est vrai que c'est toujours très intéressant cette question parce que ça permet de voir comment l'invité se perçoit aussi. Donc, merci pour ça. Je t'en On prie. va rembobiner encore avant 2005 où tu as créé justement Vtopo. Tu nous en parleras. Mais Cédric Petit, est-ce que c'était déjà un passionné de sport comme il l'est aujourd'hui ? Est-ce qu'il faisait déjà du vélo ? Est-ce qu'il pratiquait d'autres sports ? Cédric Petit, c'était quel enfant ? Alors en fait, déjà, je vais te dire un truc que je crois que j'ai jamais dit en podcast, parce que c'est une question qu'on m'a pas forcément posée de cette manière-là, sinon je l'aurais dit. Mais concrètement, moi j'ai enlevé les petits trous sur le vélo, j'avais 7 ans. Donc tu vois, déjà, quand je vois par exemple mes gamins qui ont jamais eu de petits trous et qui étaient sur Draisienne tout de suite, dès l'âge de 15 ou 16 mois, tu vois. Bon, voilà, moi je suis parti déjà avec avec un sacré retard. Sur le plan sportif, en fait, ça a toujours été un peu laborieux pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas été un grand sportif, mais j'ai toujours aimé me dépenser. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que j'ai pas de, alors j'ai certaines prédispositions, on pourra peut-être en parler sur la capacité d'adaptation, si tu vois, à différents environnements. Mais je suis assez laborieux sur le plan sportif. Il faut que je répète les choses. Voilà, je suis pas un grand performeur, tu vois, sur le plan technique. En même temps, c'est quelque chose que j'aime pas forcément travailler. Moi, je suis quelqu'un qui aime d'ailleurs, par exemple, rouler à vue, tu vois. Donc, je supporte pas de refaire 3, 4 fois les mêmes choses. J'ai fait aussi beaucoup d'escalade et justement, je performais pas. Déjà parce que j'ai un physique assez imposant déjà, donc pas forcément taillé pour la grimpe, mais aussi parce qu'en fait, je détestais faire et refaire les choses, quoi. Alors qu'en escalade, il faut faire et refaire pour progresser. Je préférais partir dans les grandes voies. Bref, pour revenir, on va dire, au vélo, donc je m'y suis mis sur le tard, ça on l'a vu. Par contre, j'ai toujours été baigné dans l'univers de la montagne. Moi, je suis né en banlieue grenobloise à Échirolles, et j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui habitaient dans le massif de Beldon, pas très loin, pour ceux qui connaissent, dans les montagnes. Et
honnêtement, j'ai pas une très bonne mémoire, mais depuis 4-5 ans, enfin l'âge de 4-5 ans, j'ai toujours été dans les montagnes à faire des randos plus ou moins engagés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les ferait pas faire à des gamins peut-être de 10 ou 12 ans. Voilà. Mais à l'époque, il y avait une certaine légèreté à ce niveau-là. Et puis, j'ai eu la chance aussi, en fait, de pratiquer cette montagne avec mon frère, qui s'appelle Lionel, qui est 4 ans de plus que moi, avec qui on a fait quand même, pas les pires conneries, mais voilà, les choses assez osées, que si mes gamins devaient le refaire là, franchement, je pense que je serais vert, Ok. tu vois. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que j'ai été beaucoup dans les montagnes, à pratiquer, à barouder. Après, j'ai fait du ski alpinisme, j'ai fait de l'escalade, pas mal de choses, mais tout ça a été Il y a beaucoup assez de chargé. liberté, hein. Il y a beaucoup de liberté dans ce que tu décris. C'est-à-dire, enfin, tu as expliqué effectivement que tu as eu des petites roues sur ton vélo jusqu'à l'âge de 7 ans, mais en tout cas, dans ce que tu décris, il y a quand même beaucoup de liberté, cette sensation de j'étais libre quelque part de faire et d'aller où j'avais envie, en fait. Exactement. En fait, c'est totalement ça. C'est-à-dire que c'était une pratique sportive liée en fait à la géographie et au fait qu'il y avait pas de limite, tu vois. Alors, c'était peut-être parce qu'aussi à l'époque, parce que j'ai quand même 46 balais, donc je le répète, mais à l'époque, c'était peut-être aussi plus simple. On avait moins d'informations stressantes que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, quand tu allumes la radio, la télé, bon, t'entends plein d'enlèvements, Ah bah là-dessus, je te rejoins. Moi, je sais que j'ai mes enfants qui sont à l'école à 300 mètres. Je les emmène et je vais les chercher, hein, très clairement, hein. Donc, bah ça, si tu veux, moi je me rappelle, quand j'étais au collège en sixième, je traversais toutes les Chirolles à pied, j'allais super loin. Alors, c'était pas tous les jours, mais je le faisais. Mes parents ne se posaient pas de questions. On n'avait pas de téléphone portable, donc en même temps, on n'avait pas ce Exactement. réflexe-là. Exactement. Et on était vraiment, et je vois même mes grands-parents qui étaient en charge de nous, quand on était dans Beldon, on était chez eux avec mon frère, et on allait, je te dis, il y a une fois, je raconte l'anecdote parce elle est assez cocasse, mais je sais pas, moi je devais avoir 13 ans, mon frère peut-être 17, tu vois. On était jeunes et mon grand-père nous avait déposés en plein hiver dans la montagne et on avait dit, voilà, on va aller se balader. Et en fait, on lui avait menti sur le lieu où on avait été, c'est-à-dire qu'on avait été et faire de l'exploration dans des espèces de pentes insondables, hyper raides, avec de la neige dans tous les sens. Et on avait baroudé là-dedans pendant des heures. Et le rendez-vous, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, donc c'était une bêtise, 17 heures, rendez-vous au pont Intel. Et en fait, on n'y était pas. Et je me rappelle, il commençait à faire nuit et on entendait le klaxon de la voiture de mon grand-père, en fait, dans la vallée, quoi. Et on s'est dit, putain, là, ça va chier quand on va rentrer, quoi. Et en effet, on s'est fait mais bien défoncer parce qu'on est rentré de nuit. Mais ça, tu vois, c'est des choses qu'aujourd'hui, bon, bah, tu peux pas, avec le téléphone portable, etc., avec tout ce qu'on a comme communication, ça n'arrive plus. Non, on est géolocalisé en permanence. Ouais, Ouais, dans cette complètement. liberté, on est un peu restreint. Donc, en effet, te rejoins à fond la liberté dans ce que j'ai pu pratiquer avant. Ouais, ça ressemble de ce que tu décris, de ce que j'ai pu connaître, hein. Moi, je suis un peu plus âgé, hein. J'ai la cinquantaine, mais Ça c'était se voit ça. pas, hein? Pour les gens qui nous écoutent, ça se voit pas, effectivement. Ça Mais c'est s'entend vrai pas que non plus. c'est ce que j'ai connu. C'est ce que j'ai connu. C'est-à-dire, on allait à l'école à des kilomètres à pied, on n'avait pas de téléphone portable, on partait, on revenait. Enfin, c'était la liberté. Moi, j'associe ça à la liberté, effectivement, d'aller où tu as envie d'aller, en fait. Voilà. Tout en gérant, tout en ayant confiance, les personnes qui te font confiance également. Et il y avait des bêtises, mais c'est ce qui nous a construit, effectivement. On faisait quelques conneries, mais c'est ce qui nous a construit. Mais je retrouve beaucoup cette sensation de liberté. Et puis, donc, bah, tu t'es construit à travers différents sports, tu l'as dit, d'outdoor, mais sans chercher la performance, mais juste le fait de se faire plaisir, de rencontrer, de s'amuser, de contempler et de transpirer, en fait, hein, de sentir qu'on a produit un effort pour se sentir bien. Et à quel moment ce souhait d'entreprendre est venu. Et quand je parle entreprendre, c'est de créer la maison d'édition Vetopo, justement, en 2005, où tu es spécialisé dans les livres sportifs. À quel moment cette idée a germé en toi? Est-ce que Écoute, c'était pour répondre à un besoin de par ta pratique? non, en fait, si tu veux, en fait, il y a eu deux. Bon, il y a eu la vraie création de Vetopo, puis il y a eu un petit truc, on va dire, avant, qui était un élément déclencheur, mais après, c'est après qu'on fait un peu les liens. C'est que quand j'étais donc en école d'ingénieur sur Grenoble, je me rappelle que déjà à l'époque, ça me démangeait d'écrire un ouvrage, tu vois, un topo guide, etc., sur la région. Et je me rappelle, j'avais soumis un manuscrit à un éditeur qui maintenant avec qui on est concurrent et qui avait d'un revers de main pas donné suite à ce travail-là, mais bon, je comprends parce que c'était sans doute il était très mal présenté. Mais ça, c'était, on va dire, la première accroche. Mais elle est restée, tu vois, dans mon cerveau, mais sans forcément y penser, etc. Non, en fait, Vetopo, ça a été tout simple. C'est que je trouve pas de travail en tant qu'ingénieur, je galère, je fais des remplacements en tant que prof de maths. D'ailleurs, ça me plaisait énormément. La seule chose, c'est que
bah, il fallait passer son diplôme, et sincèrement, j'avais plus l'envie après tout ce que j'avais fait en termes d'études. Mais sinon, je m'entendais très bien avec les élèves avec qui j'avais, et qui j'avais en cours. Et puis, en fait, j'ai fait une rencontre, c'était en 2003, avec Jean-Luc Fenouil, qui est un ami, en fait, grimpeur de Marseille, qui avait sorti un ouvrage, en fait, sur l'escalade. Et puis, on devient amis, et puis cet ouvrage, qui était un beau livre, il me dit, écoute, Cédric, ce serait bien qu'on fasse un livre ensemble sur le VTT. Donc ça commence comme ça, c'est un beau livre qui s'appelle VTT en Provence, et qui est édité dans une maison d'édition qui n'existe plus d'ailleurs, et qui a fermé quelques mois après la sortie de ce bouquin-là. Et moi, j'avais déjà travaillé sur une option plus petite avec plein d'ouvrages différents, un peu ce qu'allait devenir Vetopo. Et quand bah, je présente ça à cet éditeur-là, elle me dit bah, moi, je vais fermer. Donc en fait, bah, tes manuscrits, tu t'en fais ce que tu veux. Donc en fait, c'est là où je me suis dit bah, écoute, j'ai pas de boulot, c'est la galère. J'ai fait tout ça, j'avais déjà fait, je sais pas, 60, 70 parcours, hein, c'est un truc comme ça. Je fais, bah, j'y vais, banco, j'y connais rien, mais je monte une maison d'édition. Voilà, 2005. C'est intéressant, ça rejoint le. C'est presque à l'opposé de tes études d'ingénieur où tout est réfléchi, tout est calculé. Là, on est dans l'intuitif, en fait, la perte de repères. Moi, j'ai beaucoup cette image quand tu te jettes un peu dans l'inconnu, c'est-à-dire que tu te jettes de la falaise dans le vide et tu te visualises le fait de construire le pont qui va t'amener sur la rive d'en face alors que tu es en l'air, très clairement, pour trouver ta voie. Donc, c'est vachement intéressant. Et si tu pouvais, aujourd'hui, en 2023, au moment où on enregistre, au moment où sera diffusé l'épisode, nous expliquer ce qu'est devenu Vetopo et ce qu'est Vetopo aujourd'hui. Alors, Vetopo, il y a eu énormément on va dire, d'évolution. C'est-à-dire au départ, c'était que du VTT. Après, il y a eu du vélo de route, il y a eu aussi de l'escalade. On a fait, alors, c'est du topo classique. On a fait aussi de la carte de randonnée pédestre, la carte gravel, la carte de VTT électrique. On a fait aussi du trail running. On fait pas mal on va dire, de collections diverses et variées. Aujourd'hui, on continue à faire du papier parce qu'il y a une vraie demande là-dessus. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, le papier, ça n'a plus trop la cote, mais bon, ça fait maintenant presque 15 ans que j'entends ça, donc quelque part, voilà. Mais ça fonctionne toujours. Et ce qu'on a voulu aussi, parce qu'on avait une demande depuis pas mal de temps en fait sur l'offre digitale, même si on en avait une qui était un peu, bon, voilà, qui était un peu bancale, mais qui permettrait de rendre service. Là, on a vraiment sorti une solution qui s'appelle Vetopo Premium et qui permet à l'utilisateur, si tu veux, d'avoir accès à tout simplement à l'intégralité de nos traces. Alors pour l'instant, que le VTT. Nos traces VTT, donc il y en a, je crois, 3000 hein, dans ces eaux-là, dans toute la France. Donc c'est par abonnement, mensuel ou annuel. Et puis, bah, il va piocher, il a accès à notre répertoire, à une base de données qu'il peut manipuler comme il veut, et il prend ce qu'il a envie pour aller rouler le week-end, quoi. Voilà. Donc ça, si tu veux, ça c'est l'évolution de Vetopo en parallèle de la partie papier. On va poursuivre voilà, de front avec tout le reste, quoi. Bon, c'est vrai qu'une grosse partie aussi, et tu l'as dit, hein, vous avez su aussi vous adapter et développer une grosse partie digitale. Il suffit d'aller sur le site pour se rendre compte qu'il y a une grosse partie digitale. Et là, vous avez su justement aussi pivoter. C'est combien de personnes aujourd'hui qui t'entourent, Cédric, pour faire tout ça? Aujourd'hui, dans Vetopo, je suis tout seul, officiellement parlant, c'est-à-dire si on prend le côté salariat, même si moi je suis pas salarié, mais en tout cas, voilà. Par contre, c'est beaucoup de gens qui travaillent autour. C'est En Presta, en fait. C'est-à-dire que tu es le seul full-time sur le projet, et puis autour de la marque, en fonction des développements que tu veux faire, il y a des prestats qui viennent se greffer. Alors, c'est vrai que, alors, pour être très concret, parce que j'aime bien mettre un nom sur ce que veut dire Presta, c'est vrai que moi, je travaille avec des gens depuis très longtemps. Si je prends par exemple Benjamin, pour le citer, qui s'occupe de toute la partie digitale, Benjamin il a connu la création de Vetopo, il a même été salarié de chez Vetopo, il en est parti, puis là maintenant il en est revenu de manière indépendante. Il y a aussi par exemple Frédéric, qui s'occupe de toute la partie auteur et qui est aussi un auteur. Il y a Pierre aussi qui fait partie à ce niveau-là de la partie commerciale. J'ai aussi Mathieu qui est à la PAO par exemple, qui fait énormément de maquettes pour l'ouvrage. Et puis il y a pour les ouvrages, et puis il y a tous les auteurs. Voilà, qui sont là depuis maintenant 2005. Alors certains ont fait un bouquin, d'autres en ont fait 4, 5, 6, voilà, tout dépend, d'autres s'en vont, d'autres reviennent. Voilà, puis après on a toute une partie aussi de distribution. Donc complètement, si tu veux, c'est une façon de travailler un peu différente qu'une entreprise pourrait avoir en disant voilà, on a salarié 15 personnes, etc. Là, j'allais dire, ceux qui veulent travailler, ceux qui ont envie de bosser, ben, ils viennent et puis ils bossent voilà, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Benjamin, ça fait maintenant
presque 18 ans, on va dire qu'il y a eu deux ans d'interruption, donc 16 ans, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Mais c'est la manière de fonctionner aujourd'hui presque de toutes ces nouvelles startups, on va dire. Hein. C'est effectivement, il y a pas de salariat, mais il y a plein de personnes qui collaborent à travers des statuts d'auto-entrepreneurs, des statuts d'indépendants, différents statuts, mais en tout cas qui partagent et qui permettent de faire construire et se développer la structure. Et puis si on revient sur tes aventures, tes défis. Alors certes, il y a eu tout ce travail de repérage, d'outdoor, que ce soit en VTT ou autre. Et à quel moment, Cédric, l'envie t'est venue de te dire je vais me lancer dans une aventure? Parce que tu vas nous parler de ce docu qui a été sélectionné pour être à Tous en Selle, mais il y en a d'autres avant. Et à quel moment tu t'es dit je vais me lancer dans une aventure? Parce que j'ai bien aimé quand tu l'as précisé, quand tu t'es présenté. Et tu t'es présenté comme explorateur à vélo solitaire. Parle-nous de cet axe-là. Comment est-ce qu'il est arrivé? Comment il s'est développé? Ouais, les mots ont du sens, ouais, en effet. Alors, déjà, si tu veux, bon, moi, j'ai toujours baroudé, ça, on l'a compris, que ce soit en France ou à l'étranger. J'ai eu la chance aussi de pas mal voyager. Quand je dis la chance, parce que il faut avoir le temps et les moyens de le faire. Voilà. Donc, c'est important de le préciser, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens voyager, on se rend pas compte que c'est aussi une grande chance de pouvoir le faire. Mais alors, j'ai toujours voyagé. Alors, le mais, c'est, j'ai jamais voyagé tout seul. Toujours voyagé avec des copains, ma famille, etc. Par contre, quand je voyage, j'en suis toujours presque tout le temps à l'initiative, à la création. Et en général, c'est toujours des voyages un peu alternatifs, quoi. Tu vois, en termes de, même si la destination est connue, dedans, tu sais que il va falloir se donner physiquement, il y aura de l'exploration, etc. Bon, ça, c'est pour un peu montrer en fait la construction et comment on en arrive on va dire, à ta question. Après, il y a comment on passe de l'aventure à l'exploration. Pour moi, l'aventure, c'est très générique. L'exploration, on rentre dans l'aventure. Voilà, en fait, comment moi je vois les choses en définition, hein, sur le plan sémantique. L'aventure, on peut la vivre dès que tu sors de la maison, tu peux vivre une aventure. Tu vois, moi, avec mes gamins, on essaie de faire régulièrement, on part 3 jours marcher, tu vois. Et même si on part de chez nous à pied, pour eux, c'est une aventure, même pour moi aussi, parce que tu vois, tu n'es plus en voiture, tu es à pied, c'est extraordinaire en fait de faire ça. Donc, on n'est pas obligé d'aller Kamtchatka pour vivre une aventure. Par contre, l'exploration, là, ça demande de se passer sur on va dire, une autre facette. Alors, ça peut être une exploration sociale, sociétale, etc. Mais moi, ce sont des explorations qui sont vraiment très géographiques. C'est-à-dire que j'aime aller dans des endroits où déjà, il y a peu de monde, j'entends en vélo, hein, qui ont été à vélo. Et ensuite, dans ces endroits-là, je vais vraiment trouver le coin où là, j'ai très, très peu, voire pas du tout d'infos sur la destination. Voilà. Donc, on parle de véritable exploration. Pourquoi? Parce que il y a de l'inconnu dedans, et la grosse inconnue, c'est de savoir si ça a un intérêt à vélo ou pas, quoi. C'est-à-dire que, typiquement, cet été, je me suis retrouvé dans des grosses impasses au Tadjikistan, à me dire, là, le vélo, ça devient un sacré boulet, et ça va durer pendant 3 semaines comme ça, quoi. Voilà. Donc ça, cette partie exploration, il faut bien le comprendre. C'est vraiment différent pour moi de l'aventure. On est sur un tout autre registre. Et puis après, en solitaire, alors ça, c'est arrivé sur le tard, 2021. Donc ça fait un peu plus de 2 ans. Donc j'avais 44 ans. Je pars pour le Kirghizistan. Alors, pourquoi le Kirghizistan? Parce que rapidement, pour se remettre dans le contexte, on est encore dans le Covid. Comme tout le monde, hein, on va dire une soif de bouger. Voilà, j'ai la bougeotte. Et puis, je veux un pays avec un peu de montagne, voire beaucoup. Je veux pas être trop loin en termes d'avion. J'ai pas forcément beaucoup de temps. Et puis surtout, je veux pas de contraintes sanitaires à l'aller et au retour. Voilà. Bon, même si j'avais mon pass, je voulais pas, du moins pour y aller, c'était pas le problème, mais pour revenir, je voulais pas de quarantaine, quoi. Voilà, concrètement. Et le Kirghizistan, il cochait toutes ces cases-là. Il était dans une espèce de no man's land sur le plan sanitaire. Voilà. Je crois que la France avait complètement oublié ce pays. Donc c'est assez extraordinaire, mais c'est vrai en plus. Hein. Et je me retrouve en fait à vouloir partir 15 jours avant mon créneau de disponibilité. Et là, je fais comme d'habitude. Je prends mon téléphone et je fais le tour de mes potes, quoi. Mais là, 15 jours avant de partir au mois d'août, voilà, personne ne va venir avec moi. Tu vois, c'est pas possible. On est en quelle année, Cédric, là? En quelle année? 2021, août 2021. Voilà. Et donc, je me dis, tant pis. J'ai personne, j'ai pris mes billets, je pars seul, quoi. Voilà. Et en fait, ça a été une révélation pour moi. Ça a été une révélation aussi bien sur le plan personnel, parce que je me suis énormément épanoui à voyager seul.
Et surtout, en fait, c'est une façon de se livrer à la fois à ton exploration et se livrer à l'autre. C'est-à-dire, et ça, c'est super intéressant. Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment intéressant. C'est parce que justement, d'abord, il y a ta personne sur qui tu peux compter. Et puis, en termes de lien avec l'autre, parce que moi, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Hein. Si je voyage, je veux pas aller en Antarctique, traverser le continent blanc sans voir personne. Et là, du coup, en fait, tu es obligé de te livrer complètement, tu es à nu, et les relations sont ultra intéressantes. T'es Quoi. obligé de t'ouvrir, hein. Ouais, t'es obligé de t'ouvrir Complètement. si tu vas avoir de l'info, t'es obligé d'aller connecter avec l'autre pour qu'il te donne de l'information. T'es obligé, voilà, t'es obligé d'être constamment dans cet état d'esprit en fait d'ouverture, de bienveillance, de gentillesse, même si tu es fatigué, même si t'as pas envie, même si tu te sens des fois un peu agressé, pour différentes, agressé pas physiquement, mais parce que tu peux avoir du monde, tu peux avoir Agressé par le climat, par le vent, par les températures, par la pluie, par... non, même par les gens, des fois qui vont te poser Ouais, plein de questions, qui vont venir autour de toi. Bon, voilà, bien sûr. t'as pas, des fois, tu as envie d'un peu de calme, mais en fait, là, tu es obligé à chaque fois de faire cet effort-là. Mais en fait, c'est pas un effort, parce que pour le coup, c'est extraordinaire. Donc voilà, en fait, le point de départ des choses. Donc tu pars au Kyrgyzstan, alors qu'il y a un pays, alors je ne connais pas, hein, mais des différents personnes que j'ai pu avoir en face de moi au micro du podcast qui sont allés, c'est un des plus beaux, enfin un des plus beaux rides qu'ils aient pu faire en vélo, parce que les panoramas sont juste incroyables. Mais il y a une notion également d'engagement qui est très très importante. C'est-à-dire que c'est paradoxal, c'est à la fois les retours que je peux avoir, c'est que c'est les paysages, les panoramas les plus beaux qui ont été offerts à la personne, mais également un niveau d'engagement aussi très très important où, quand on s'engage avec son vélo dans une voie, voilà, il faut prendre conscience de tous les risques qui vont avec. Oui, oui, bah, en fait, l'Asie centrale a cette particularité que donc, ce sont des grands paysages ouverts. On est souvent en altitude. Au moins pour le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, après les autres, c'est un peu moins vrai. Et il y a, bon, autour des villes, enfin dans les villes, il y a du monde, mais dès que tu en sors, il y a plus grand monde, tu as des petits villages, etc. Donc le ravitaillement n'est pas simple. Le ravitaillement mécanique, alors, il n'existe pas du tout. Voilà. Et le ravitaillement, on va dire, de santé, alors lui, c'est pareil, il peut être extrêmement compliqué. Donc, Donc ça veut dire que quand tu pars, Cédric, tu sais pas pour combien de temps tu pars, si, si. et donc tu sais pour combien de temps tu pars, mais par contre la piste que tu comptes employer ou utiliser, tu n'es pas vraiment certain que ça fonctionne en vélo. Exactement. C'est-à-dire que donc moi j'ai un billet aller, un billet retour, donc je sais que je dois rentrer à ce moment-là. Et ensuite, alors c'est lié bien entendu à l'itinéraire que je veux faire. Hein. Bien Et sûr. ensuite, j'ai bâti, donc mon itinéraire est bâti selon mon expérience de ma faculté on va dire d'avancer. C'est-à-dire que typiquement, si c'est plat, alors tu vois, quand j'ai traversé c'est au Kazakhstan, un désert du Mangistau, qui est extraordinaire d'ailleurs, et que personne n'avait jamais fait en vélo, dans cette traversée-là, et ben, il y a des journées à 115, 120 km, tu vois, mais enfin, bien chargé, quoi, en tout terrain, avec un vélo qui va faire plus de 30 kilos. Donc voilà, mais après, quand c'est en montagne, bah, tu fais pas 115, 120 km, hein. Ça en fait déjà 30, 35, c'est déjà énorme, quoi, si tu es à 4000 mètres, quoi. Ouais, ça c'est intéressant. Et puis quand tu pars donc avec un chargement, donc ça veut dire possibilité de bivouaquer, ou est-ce que c'est tous les soirs chez l'habitant, ou comment tu as construit tes nuits? Ouais, c'est possibilité. Alors, tout dépend Où dans tu te quelle trouves? configuration je vais. Tu vois, si je prends le Kyrgyzstan, bon, c'est une première expérience. J'avais prévu de bivouaquer dehors, mais je m'étais dit que j'avais prévu une nuit, si tu veux, de bivouac dehors, et je m'étais dit, bon, là, je me débrouillerai à l'organiser avec des habitants. C'est ce que j'ai pu faire. C'est-à-dire que j'avais loué les services d'un gars qui avait une tente. Enfin bon, c'était rustique, mais bon, voilà. Ensuite, quand j'ai été au Kazakhstan, alors, au Kazakhstan, je savais, de par la faible démographie de la région, qu'il y aurait des moments où je devrais dormir dehors. Donc là, c'était bivouac, mais bivouac sans tente. Pourquoi? Pour être le plus léger possible, parce que franchement, pour faire 2 ou 3 nuits dehors, je me dis, bon, allez, on verra bien, Inch'Allah, comme ils disent, c'est bon. Ouais, bon, ben, j'en dis pas plus, enfin, si je peux le dire, j'ai pris la pluie, quoi, dans le désert. Donc, voilà, bien mouillé. Dès la première nuit, sympa. Donc, j'ai eu tort. Et puis, bah, en Ouzbékistan, quand j'y étais, j'avais rien pris. J'avais pas pris de duvet. Si, j'avais pris duvet matelas. Non, j'ai des bêtises, pendant temps pour moi. Donc là, c'est pareil, mais pas de tente. Et je m'étais dit, on verra bien. Et là, j'ai eu de la chance. Donc, j'ai fait un mix entre chez l'habitant et puis dehors. Et au Tadjikistan, alors là, j'étais encore plus gonflé. C'est-à-dire que là, j'avais des bivouacs jusqu'à 4700 mètres quasiment. Et je n'avais pas pris de tente non plus.
Et je m'étais dit sans tente, avec le sac de couchage. Ouais, c'est engagé parce que je peux comprendre de par mon expérience ce que tu expliques. Alors, j'ai pas vécu les mêmes choses, hein, mais je peux comprendre le niveau d'engagement entre pas de tente avec tente, juste un bivy à ces températures, à ce taux d'humidité dont tu parles. Tu peux vite passer des moments de solitude. Waouh, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que rouler à 4000, 4007, moi, c'est quelque chose qui m'attire aujourd'hui, hein, très clairement. Quelles sont les sensations d'être à 4700 mètres d'altitude avec son vélo? Avant que tu répondes, Cédric, de par les renseignements que j'ai pris, on m'a dit que tout était plus lent, en fait, que même si tu voulais, tu ne pouvais pas aller très très vite et faire le moindre effort. Non, tu peux pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, euh, à 5000 mètres, il y a à peu près moitié moins d'oxygène dans l'air qu'au niveau de la mer. Donc, est-ce que l'effort est 2 fois plus dur? Là, après, moi, je ne suis pas un expert, mais en tout cas, ouais, déjà, ça donne à peu près le niveau, si tu veux, d'oxygène que tu as dans le sang. Et donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, forcément, tout est plus dur, tout est plus lent. Mais on va dire que ce dont il faut faire vraiment attention, là, c'est plutôt un conseil que je donne, c'est pas, on va dire, c'est pas vraiment une sensation, c'est clairement, en fait, le mal aigu des montagnes. C'est-à-dire que faire monter à ces altitudes-là, demande pas forcément une préparation physique, parce que là, pour le coup, on n'est pas à égalité, hein, devant ce mal des montagnes, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à la préparation physique. Il y a des gens qui sont très entraînés et qui tombent malades. Le problème, c'est que quand tu montes trop vite, parce qu'on est toujours trop pressé, il faudrait 3 semaines pour s'acclimater, c'est rare qu'on ait le temps de le faire. Bah là, on s'expose très rapidement à ce problème-là, qui au début débute par des maux de tête, de la fatigue, etc. Ou ça peut être des vomissements. Et puis après, ça peut devenir un œdème cérébral ou pulmonaire et tu peux en mourir. Donc là, ça veut dire qu'il faut absolument redescendre. Il y a pas de traitement particulier, hein. Le traitement, c'est la redescente. Et donc, si tu es tout seul, tout dépend où tu es, et tout dépend de la configuration de vallée dans laquelle tu es, parce que moi, ça m'est déjà arrivé typiquement, par exemple, au Ladakh, je vais prendre le Ladakh pour ne citer que ça, ou même le Tadjikistan. Au Ladakh, j'ai rapidement, quand je dis rapidement, c'est au bout de 4 jours sur place. J'ai passé un col à quasiment 5003, et je suis descendu dans une vallée derrière qui était très, très lent, qui descendait très, très lentement, en fait, et j'ai fait mon premier bivouac à 4008 derrière. Donc, en fait, typiquement, ce que j'ai fait là, c'est strictement déconseillé. C'est-à-dire qu'en fait, même si je suis redescendu de 500 mètres, je ne suis pas descendu assez bas. Donc là, ça veut dire que si tu n'as pas les facultés, si ton corps, il réagit, on va dire, mal à l'altitude, bah, ça peut être très grave. Alors justement, tu parles de très grave. Moi, quand je pense à ces aventures-là, et après j'ai peut-être le mauvais réflexe du côté aussi organisateur d'événements, mais quelle sécurité tu as mis en place autour de cette aventure? C'est-à-dire quand tu pars, est-ce que tu mets en place un process avec tes amis, ta famille, de dire je vous appelle tous les jours à telle heure, si je vous appelle pas, ben voilà, est-ce que tu étais Non. géolocalisé? Quelle sécurité tu as mis autour de ça? En fait, bon, moi, j'ai un téléphone satellite, avec lequel je peux pas appeler, mais je peux envoyer des SMS. Donc ma famille a régulièrement des informations. Ça, c'est la première chose, on va dire tous les jours. Mais ils savent très bien qu'ils peuvent ne pas en avoir aussi, pour X raisons. Voilà. Donc, ils ne doivent pas s'inquiéter s'ils n'ont pas pendant 24 ou 48 heures pas d'informations. Voilà, ça peut arriver. Et il n'y a pas de process en particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux être n'importe où et ailleurs, comme on dit, tu vois. C'est-à-dire que concrètement, bon, je peux être géolocalisé, je sais pas, moi, 3, 4, 5 heures, 5 heures avant, et puis avoir changé de chemin parce que bah, je me suis rendu compte que ça n'allait pas à cet endroit-là. Donc, on lance pas un secours comme ça, on lance un secours si bien sûr on n'a pas de nouvelles de moi pendant peut-être une semaine ou 15 jours, ou si je ne prends pas mon avion de retour, c'est évident, mais on lance un secours, par exemple, bien sûr, j'en fais la Tu le demande. demandes. Le problème, c'est que même si, par exemple, ces téléphones sont connectés à des services d'urgence, dans ces pays-là, Ça n'arrive pas en 10 minutes. ouais, il faut faire attention. C'est-à-dire que tu te blesses à l'aiguille du midi, même si tu n'as pas de réseau, parce que tu es dans une face nord, etc., tu as un téléphone satellite, tu lances un SOS en 15 minutes, tu as le PGHM qui est là avec le peloton de gendarmerie de haute montagne avec son hélicoptère qui vient te chercher. Bon, là-bas, tu peux avoir la même chose. Tu lances ton SOS. Peut-être que ça va mettre 3 jours à venir. Donc, en fait, l'idée c'est de ne pas en arriver là, déjà. Après, moi, j'ai toujours un contact sur place qui, lui, connaît parfaitement la région. Et à ce moment-là, si je devais avoir un souci, c'est lui que je vais contacter en premier parce que lui pourra mettre en place une caravane terrestre, par exemple. Voilà. Intéressant. Il a tous les codes de fonctionnement, tu vois. Voilà. Donc voilà comment je le fais, mais il n'y a pas de règle.
Non, si je lance pas de SOS, on ne va pas me chercher. Mais tu pars systématiquement sans être géolocalisé. C'est-à-dire que tu pars pas avec un petit badge qui permet sur une application de savoir où tu es. Non, Voilà. pas du tout, non, non. Donc là, on retrouve, Non, non. on retrouve cette notion de liberté dont on parlait au tout début, d'être libre d'aller où on a envie sans avoir systématiquement une personne qui sait où tu es, tu vois. Ben, en fait, le truc, ce qui se passe, c'est que moi, je me méfie toujours en fait de ces assistances-là, qui sont très intéressantes, demeurant. Parce qu'on va me dire, mais pourquoi tu le fais pas? Tu le fous dans ta poche, t'en as rien à faire. Ouais. Mais si jamais cet appareil, ce dispositif, tu le perds ou il tombe en panne. Et tu t'en rends pas compte. Parce que quand tu es en exploration comme ça, en plus, moi, je fais un documentaire en parallèle, tu as d'autres chats à fouetter et tu as le cerveau qui est déjà bien en permanence irrigué par les informations. Qu'est-ce qui va se passer pour la personne qui est en France et qui va regarder toutes les 30 minutes, toutes les heures, où est-ce que tu es, quoi? Elle va dire, bah, tiens, il n'y a pas de nouvelles. Bon, j'attends, j'attends. Donc, en fait, c'est un stress incroyable si l'appareil ne marche pas et que tu t'en rends compte 2 jours après, tu vois. Donc, je pars du principe qu'il vaut mieux être dans une démarche active, c'est-à-dire dire, bah voilà, t'envoies un SMS, tout va bien, ou voilà, je suis là. Bon, en même temps, le SMS est géolocalisé, donc on voit où tu es. Et puis basta. Alors, si c'est tous les jours, ben, c'est bien. Si c'est tous les 2 jours, ben, voilà, c'est comme ça. Après, moi, honnêtement, j'adore communiquer avec ma famille, donc je leur envoie des messages régulièrement, quoi, hein. Et c'est vrai, tu l'as dit, tu documentes à chaque fois que tu pars. C'est-à-dire que c'est ce qui fait aujourd'hui, bah, que tu es sélectionné pour le festival Tous en Selle au Grand Rex le 10 novembre. Mais ça nécessite aussi une organisation, une logistique. Ça pèse un peu de poids. En tout cas, il y a une vraie organisation autour de ça. Et comment tu t'organises sur ça, justement? Alors, de ce que tu nous as expliqué, j'imagine qu'il n'y a pas de script, hein. C'est-à-dire que tu pars avec tes caméras et en fonction de ce que tu découvres, du panorama, des rencontres, de ce qui t'arrive, bah, tu captes ou pas. Comment tu t'organises par rapport à ça, justement? Alors, déjà, ce que je tiens à dire, c'est que, franchement, si je devais faire une exploration sans ramener euh, d'informations, D'image. de documents, d'images, d'articles, je pense que j'aurais beaucoup moins de plaisir à le faire. Parce qu'en fait, pour moi, la transmission est très importante. Parce qu'en fait, il y a un message derrière chaque exploration. Et je donne de plus en plus de sens à mes explorations. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce que concrètement, alors, soit c'est l'âge, je deviens un peu vieux, soit c'est parce que je deviens vieux, mais en même temps, je deviens sage. J'en sais rien, sage dans le sens sagesse, Expérimenté. expérimenté. Mais voilà. Mais en fait, honnêtement, bon, moi, je suis sur Instagram, on le sait, on me trouve facilement, je suis vraiment actif dessus, mais ça m'insupporte de voir tous ces contenus qui ont pas de sens. Voilà. Ouais, je vois ce que Et tu veux qui dire. pourtant cartonnent, c'est pas le Ouais, problème. bien Mais je me sûr, bien dis, sûr. bon, bien sûr, hein, Instagram, c'est fait pour ça, donc il n'y a pas de problème. Je veux dire, chaque réseau, etc. Mais j'aime beaucoup ramener des choses où les gens vont prendre le temps, soit de les lire, ou de venir les voir au cinéma ou en festival, tu vois. Et ça va les faire réfléchir avec derrière, si tu veux, un objectif. Et je me rends compte que ça marche pour tous les âges. C'est pas uniquement lié à des gens qui ont 40 ou 50 ans. Moi, je vois en festival, j'ai des très jeunes qui viennent, des très anciens qui viennent. Il y en a qui lisent mes articles, des fois ils ont 18 ans ou 17 ans, je dis putain, ils sont en train de sur les magazines, en train de lire, etc. Voilà. Donc pour moi, ça c'est vraiment intéressant. Donc ça c'est le point de départ pour bien comprendre pourquoi en fait je m'emmerde à faire tout ça. Voilà, globalement, pour dire le mot, parce que franchement, c'est vraiment Non, beaucoup. c'est beaucoup de temps, ouais. Dès que tu touches à la production, c'est énormément de temps. Les gens, enfin, monter ne serait-ce que 3 minutes, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il faut une vraie motivation derrière. C'est pour C'est ça que je te ça. pose la question, c'est qu'il faut une Voilà. vraie motivation derrière. Donc cette motivation, voilà, je pense qu'on la comprend un peu mieux. Ensuite, en termes de, comment dirais-je, de préparation, alors s'il y a un script quand même, il y a un script parce que derrière chaque film, il y a une histoire. Donc forcément, j'ai des séquences à tourner, j'ai des gens à interviewer, j'ai des choses à aller chercher, mais je ne connais pas ces gens-là. Je ne sais pas en fait qui je vais pouvoir rencontrer et qui je vais pouvoir interviewer, mais je sais que j'ai une problématique derrière, j'ai des questions, etc. Si je prends par exemple mon film, là je vais sortir en parallèle comment dirais de Tous en Selle, mais ça n'aurait pas pu rentrer dans Tous en Selle, je sors un long métrage sur mon aventure en Ouzbékistan qui s'appelle Darmas. Bah là, typiquement, il y a une problématique sur le contre-exode rural en Ouzbékistan. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'information, essayer de comprendre pourquoi les gens fuient les villes pour s'installer en montagne. Voilà. Donc, mais une fois sur place, une fois, bon, le matériel pris, ça demande en effet d'être chargé, etc. Mais une fois sur place, c'est un travail de dingue. C'est-à-dire que c'est 2 journées en une. Il y a une journée, c'est
la journée physique sportive et puis la journée de tournage. Et les deux, elles s'entrechoquent en même temps, ce qui fait que quand je pars comme ça, mes journées démarrent au lever du soleil à 6 heures du matin ou à 5 heures, tout dépend si c'est l'été, et elles se terminent à 20 heures. Donc en gros, régulièrement, c'est les journées de 14, 15, 16 heures faciles dehors en permanence, on va dire, à être actif, quoi. Alors, avant que tu nous parles justement de ton docu, moi j'ai une question. Quand on va sur tes réseaux, mais quand on va aussi sur Vetopo et on voit toutes les formidables aventures que tu nous fais partager, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger et aux quatre coins du monde, ma question c'est, et surtout la manière dont tu le fais, c'est-à-dire que l'exploration, j'ai beaucoup aimé la définition, enfin en tout cas le positionnement de c'est l'aventure, c'est de l'exploration. Et quand tu reviens, moi ma question c'est à quel moment tu atterris vraiment en France en fait. Enfin, je pense que tu comprends ce que je veux dire, parce qu'il y a le corps qui peut probablement être présent et rentrer physiquement chez toi, mais ton esprit est peut-être aussi encore resté un peu là-bas de par les aventures. Parce que les aventures que tu dois faire, notamment dans les pays dont tu parles, sont probablement très marquantes et doivent mettre probablement aussi beaucoup de choses en perspective dans ta propre vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ça doit probablement remuer. Ça doit probablement remuer et bouger les lignes. Donc, comment ça se passe quand tu rentres ? Tu mets combien de temps ? Et tu as peut-être d'ailleurs, de par l'expérience que tu as autour de ça, mis en place un process ou un protocole pour quelques jours où tu te recentres avant de te remettre sur tes emails et voilà. Mais comment se passe le retour ? Écoute, moi je le fais déjà un peu à l'instinct. C'est vrai que je me laisse toujours un sas, mais c'est plutôt pour pas être trop agressé en fait. Je me laisse un sas je sais pas, de 2 ou 3 jours. Alors, en général, je retrouve ma famille, tu vois. Voilà, le rythme redescend. Mais par contre, moi je suis toujours connecté. C'est-à-dire que dès que je quitte, on va dire, mon aventure est terminée, dès que je capte du réseau, je me remets sur mes mails, j'essaie de pas prendre trop de retard. À l'aéroport, je fais des choses. Des fois, j'écris mes articles dans l'avion. Donc, il y a beaucoup de choses que j'arrive à faire comme ça, on va dire, sur le retour. Après, très sincèrement, moi, j'ai pas de souci à revenir, on va dire, dans le monde dans lequel on est, pour deux raisons. C'est que déjà, en fait, mes aventures sont assez courtes. Elles font maximum 3 semaines. C'est pour des raisons d'organisation personnelle, hein, voilà. Mais j'aimerais partir 4, 5, 6 mois. Mais si je pars 4, 5, 6 mois, ça veut dire qu'il ne se passe plus rien quand je suis en France et que j'ai aussi beaucoup de choses à faire. Donc, quelque part, je ne peux pas le faire. Et puis ensuite, comme elles sont courtes, je suis hyper concentré sur cette aventure, c'est-à-dire hyper concentré sur mon itinéraire, hyper concentré pour que qu'il m'arrive rien, parce que on l'a bien vu, c'est quand même très engageant sur le plan physique, sur le plan technique, que j'arrive à capter les images et les documentaires que je veux faire derrière. Donc ça veut dire que tout ça demande d'être concentré. Et donc concrètement, en fait, quand je rentre, pour moi, c'est waouh, c'est le soulagement. C'est vraiment dire, ça y est, c'est bon, ma mission est faite, je suis rentré vivant, avec mes images, en un seul morceau, donc c'est bon, le taf a été fait. Et en fait, je revis le trip, des fois, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois après. Et souvent, quand je monte le film, ou quand je le fais monter, peu importe, c'est là où, en fait, les choses reviennent, et je me dis, oh, putain, t'as quand même vécu ça, c'est quand même ouf, quoi. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai pas ce sentiment d'un retour, on va dire, en disant, voilà, oh là là, je prends un peu de recul, Ouais. comme par exemple les gens qui partent peut-être 12 mois autour du monde, tu vois. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que le fait d'être tellement concentré pendant ton exploration, d'être tellement concentré sur ce que tu vis, sur ce que tu veux transmettre, que on vit pas forcément le truc de la même manière. Et c'est quand tu revois les images et quand tu montes que les choses reviennent. Je peux comprendre sur ça, ouais. Et puis je l'apprécie. Honnêtement, des fois, ça m'arrive d'apprécier les choses, enfin de vraiment apprécier les choses après. C'est-à-dire qu'en fait, sur le coup, ça a été difficile. J'ai pas toujours pris du plaisir, tu vois. J'étais vraiment, on va dire, dans le dur en permanence parce que mes journées sont très longues. Et en fait, c'est après que j'apprécie tout ça, quoi. Tu vois, bien après, quoi. Ouais, je comprends. Et parle-nous alors parle-nous de ce documentaire qui est sélectionné. Oui. Parle-nous de cette aventure. Parle-nous de ce projet. Alors déjà, je tenais à remercier le festival, hein, Tous en Selle, d'avoir sélectionné c'est un court-métrage qui s'appelle Seul dans l'aventure, et qui dure 18 minutes et qui n'est pas du tout lié en fait à une aventure en particulier, c'est-à-dire une aventure géographique comme d'autres films voilà, peuvent l'être. L'idée en fait de ce documentaire, il est parti de, comme je fais pas mal de projections dans l'année, sur des festivals, sur des cinémas que j'organise moi par exemple, j'ai énormément de questions sur ce côté-là de l'aventure en solitaire.
Et malheureusement, je ne peux pas toujours tout développer ce que je voudrais pour des raisons de temps, tu vois. Puis les questions, elles s'enchaînent. On peut te poser une question sur l'aventure en solitaire, puis après sur comment tu t'es préparé ou quel pays tu veux faire. Donc en fait, si tu veux, bah, il faut enchaîner les réponses. Et donc je me suis dit, bon sang, il y a quand même un truc intéressant à faire, il y a un sujet à traiter. Et donc j'ai voulu, si tu veux, par ce film, aller au bout de ma réflexion sur ce que c'était pour moi l'aventure en solitaire, comment je la voyais, qu'est-ce que ça mettait en jeu euh, comme qualité, par exemple, comment gérer, tu vois, le stress, la peur, voilà, quels sont tous ces éléments qui peuvent monter lors d'une aventure en solitaire. Et puis j'ai voulu, si tu veux, par une intro sans trop dévoiler, mettre vraiment les gens en immersion. Donc la première minute du film est un peu, des fois, elle peut être elle peut bousculer en fait les gens parce que je voulais vraiment les mettre face à ce que moi je vis, c'est-à-dire l'incompréhension, l'isolement, le silence, la grandeur des choses, tu vois. Voilà, donc j'espère que les gens apprécieront le documentaire, voilà. Ce sera en plus une avant-première, personne n'a jamais vu, si ce n'est que ma famille, quoi. Voilà. Et quand tu parles de... Est-ce que ce docu, tu l'as tourné en une seule fois, c'est à travers un de tes projets, ou est-ce que c'est le mix de plusieurs images de tes différents projets pour exprimer cette solitude? Tu as une partie, si tu veux, tu as une partie interview euh, que j'ai voulu faire, d'ailleurs, pour la petite histoire, je les remercie dans le cinéma de ma ville, parce que c'est vrai que ce sont les premiers à m'avoir fait confiance sur une projection quand j'ai démarré. Et donc, j'aime à chaque fois, alors pour ce film-là, c'est pas le cas, mais pour toutes mes, on va dire, aventures géographiques, à chaque fois, j'ai une avant-première qui est dans ce cinéma-là, tu vois. Donc, ça fait une espèce de petit rituel. Donc, en fait, on a enregistré cette interview pour ce documentaire dans ce cinéma. Et c'est en effet illustré, entrecoupé d'énormément de in et d'extraits en fait de mes différentes aventures, quoi. Dont certaines, personne ne les a jamais vues, quoi. Donc ça nécessite pour toi probablement de t'être replongé dans certaines de tes aventures, parce que si tu as mis dans ce docu des images que personne n'a vues, ça veut dire qu'il n'est pas non plus dans tes autres docus. Donc ça t'a mis combien de temps pour sortir ce projet? Écoute, alors, en effet, c'est ça, hein, c'est qu'il y a des images dedans, il y a beaucoup d'images qui n'ont jamais été vues. Voilà, donc ça, c'était le point de départ. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai des aventures qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait l'objet d'un documentaire pour des raisons toutes bêtes, c'est qu'elles sont intégrées à un projet de série pour la télé. Voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas les utiliser autre que ce que j'ai pu faire là. Et en fait, ce documentaire, combien de temps il m'a pris? C'est une bonne question. Je t'avoue que je l'ai fait en plusieurs fois. Et pour la première fois, en fait, j'ai travaillé bon, d'abord sur un script qui a été écrit, réécrit de nombreuses fois, mais surtout sur un espèce de... je cherche le nom, je ne le trouve pas. De storyboard, voilà. Tu vois, un storyboard que j'ai créé, alors pas avec des dessins, mais en mettant, tu vois, des inserts de différentes séquences que j'avais. Et j'ai construit, ça fait une espèce de grandes pages web que tu déroules comme ça avec toutes les séquences et tu as plein d'images dedans, etc. J'avais même été chercher des sons, tu vois, des musiques, des sons, etc. pour illustrer tout ça. Et je me rappelle d'ailleurs que j'avais transmis en fait cette page-là à tous en scène pour qu'ils voient un peu l'avancée du travail. Donc, c'est intéressant. Et ils avaient été impressionnés par cette espèce de, tu vois, de storyboard qui était finalement un peu tu vois, la naissance d'un projet documentaire. Après, voilà, on a eu quelques jours de tournage, il y a eu quelques jours de montage. Bon, voilà, ça a pris un peu de temps, mais c'est vrai que pour te donner une durée exacte, c'est un peu plus compliqué parce que ça s'est étalé sur plusieurs mois, quoi. Ouais, c'est long, c'est long. Mais en tout cas, c'est vrai que j'invite les auditeurs et auditrices à aller voir le teaser, hein. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. J'ai hâte de le voir parce que je ne l'ai encore pas vu, hein. J'ai hâte de le voir le 10 novembre avant qu'il fasse le tour des différentes salles à travers l'Europe avec Tous en selle. Mais je veux juste revenir sur le côté solitude, solitaire, à une époque où on parle beaucoup de communauté, de faire les choses en communauté. Le vélo est souvent associé au côté aussi solitaire. Qu'est-ce que tu as vraiment voulu faire ressortir de cette solitude à vélo? Est-ce que c'est la réflexion? Est-ce que c'est l'introspection? Est-ce que c'est le fait de prendre du temps pour soi, pour être meilleur avec les autres? Qu'est-ce que parce que moi, quelque part, ce côté solitaire, je peux le comprendre, mais on me fait souvent ce reproche de dire, bon Arnaud, quand est-ce que tu vas faire aussi un projet à plusieurs? Alors, je rêve de faire un projet à plusieurs, hein, mais c'est juste qu'après, c'est des occasions qui se présentent. Mais qu'est-ce que tu as voulu faire ressortir vraiment à travers ce côté solitude à vélo?
Alors, je vais pas spoiler le documentaire, mais Sans spoiler le sans documentaire. spoiler. Mais là, si je te réponds, je le spoil direct. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je vais essayer de Alors faire vas-y. l'homme politique, tu vois. Voilà, Ouais, même voilà, si, parfait. même si je pense pas être très bon là-dedans. Non, c'est vrai que ma question est un peu, peut-être, Non, non, sans non, vouloir mais, justement révéler, non, parce mais que tu l'as pas vu, je donc comprends. forcément, c'est une Non, question que tout le monde se pose. exactement. Mais quand Ouais. tu le verras, tu comprendras pourquoi j'ai pas pu te répondre très clairement. Euh, En fait, si tu veux, j'ai déjà répondu à ça dans notre entretien, en exprimant tout simplement le fait que ça m'intéressait pas d'aller en Antarctique. C'est un peu mystérieux comme réponse, mais Non, mais je peux comprendre. donc voilà, je n'en dis pas plus, désolé. Ouais, non, mais je peux comprendre. C'est vrai que ça peut attirer, mais en même temps, là, on est à l'extrême de la solitude, hein, très clairement. Il y a la solitude tout en allant à la rencontre. Et je pense que c'est aussi probablement une partie de la réponse. Hein, c'est que quand on fait du vélo, certes, on est seul sur son vélo, mais par contre, on va à la rencontre des gens. Et ce que j'ai pu avoir moi à travers le retour que je peux faire à travers les différents invités que j'ai pu avoir, c'est que le vélo, où que tu sois dans le monde, quand tu arrives dans un village, même perdu au fin fond du monde, quand tu arrives avec un vélo, ça enlève toute agressivité. C'est-à-dire que les gens viennent à toi naturellement pour t'interroger, qu'est-ce que tu fais là? Et ils sont plutôt reconnaissants du fait que tu aies fait l'effort avec ton vélo de venir à leur rencontre, de passer chez eux. Et là, forcément, bah, y a des connexions qui se font et c'est des histoires incroyables. Et ça, ces rencontres-là, ces histoires-là, tu les ramènes avec toi, en fait. Ça fait partie des différents chapitres de vie, quoi. Et si tu veux, je pense que c'est important aussi parce que Seul dans l'aventure, de ce court-métrage n'est pas, c'est pas la définition encyclopédique de l'aventure en solitaire. C'est la définition de l'aventure en solitaire selon moi. C'est-à-dire que c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de l'aventure en solitaire euh, d'une autre façon, sous une autre forme, parce que justement, ils vont traverser les pôles, par exemple. Tu vois, je reprends encore l'Antarctique. Là, c'est différent. Et sans doute que ces gens-là, leur motivation, et s'ils devaient faire un court-métrage comme le mien, il serait totalement différent. Voilà. Ça, c'est vraiment la notion importante, hein. Moi, c'était pas du tout pour faire quelque chose de biblique, hein. C'était vraiment pour donner ma vision de l'aventure en solitaire en fonction de moi, ce que je fais aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, enfin, ou dans 5 ans, peut-être que ça changera encore, tu vois. La relation avec, avec ce mot-là, en tout cas cette expression-là, aura probablement changé. Alors j'invite bien évidemment à toutes les personnes, même si cet épisode sera diffusé après la première, en tout cas au Grand Rex de Toussaint-Celle, mais Toussaint-Celle, ce n'est pas qu'une date, hein, c'est plusieurs dates à travers la France et même l'Europe. Donc je vous invite à aller sur le site Toussaint-Celle et voir justement s'il n'y a pas une programmation qui est proche de là où vous habitez pour venir à la rencontre de Cédric et aller voir son documentaire dont on vient de parler. Mais avant qu'on arrive sur la fin de l'épisode, par rapport à tout ce que tu fais, toutes les activités que tu as, Cédric, moi, ma question, elle tourne plus au niveau d'un loisir personnel, c'est-à-dire quand est-ce que tu décroches une de tes 3 guitares et que tu prends un petit peu de plaisir avec elle? Ah, tu sais que j'ai 3 guitares. Mais alors, ouais, elles prennent la poussière. Alors, elles prennent la poussière, mais C'est vrai que c'est tellement passionnant, toutes ces aventures, que dès qu'on a 5 minutes, hop, on va regarder. c'est terrible, elles prennent la poussière. Et en fait, des fois, et c'est souvent quand je suis pas à côté de ces fameuses guitares, je me dis, ah, il faudrait que je reprenne, tu vois. Mais c'est quand je suis dans un avion, ou quand je suis sur un déplacement, sur une aventure, je dis, ah, en rentrant, je reprends. Et puis en rentrant, je reprends pas parce que j'ai pas le temps. Mais d'ailleurs, peut-être qu'honnêtement, bon, quoi que là, j'ai encore mes gamins qui dorment, mais je pense que je vais peut-être les prendre juste après le podcast. Mais concrètement, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire, que j'aimerais On peut pas tout reprendre, faire, que hein. j'aimerais C'est sûr qu'on peut pas attaquer. tout faire. Ouais. On peut pas tout faire, on n'a qu'une vie. Alors, tu vois, ça fait que moi, j'ai beaucoup grimpé aussi avant, quelque chose qui me manque aussi, l'escalade. Mais le problème, c'est que, tu vois, là, je prends l'exemple tout bête, l'escalade, si tu veux vraiment te faire plaisir, bah, il faut que tu grimpes régulièrement. C'est un sport qui est très ingrat. Dès que tu grimpes plus, tu perds énormément. Quand je dis que tu grimpes plus, c'est que si tu t'arrêtes 15 jours, tu sens la différence. Donc, il y a des choses comme ça, il faut savoir, entre guillemets, se dire, bah, écoute, tu en as profité, maintenant, c'est sur une autre tranche de vie. Dans 5 10 ans, parce que pareil, l'aventure en solitaire, comme je la fais moi, enfin, ou l'exploration, peu importe, je sais que il me reste pas longtemps, peut-être 10 ans, puis après, peut-être que j'aurai encore, c'est peut-être le maximum, et après, j'aurai envie de faire aussi des choses peut-être moins engagées ou de manière différente. Donc, je te dirais que il n'y a qu'une chose que je sais, c'est que le vrai repos, je l'aurai
quand je serai allongé dans ma tombe. Voilà. Et tu parlais de... alors avant ça, mais tu parlais de transmission tout à l'heure. Alors transmission effectivement pour le grand public, pour les gens qui te suivent, mais comment tu transmets ça en famille et à tes enfants? C'est-à-dire, je ne sais pas quel âge ont tes enfants, mais comment est-ce que tu transmets ce que tu vis à tes proches? Alors écoute, ma fille a 12 et mon fils a 15, donc tu vois quand même, bon, ils sont pas petits, mais ils sont pas non plus très très grands. C'est une très bonne question. Euh, je pense que la chose qui est importante, c'est de faire les choses pour soi, et pas pour les autres. C'est-à-dire que moi, je veux pas me situer dans une obligation de faire les choses pour montrer un exemple à quiconque. Moi, je fais les choses parce que j'aime les faire. Et d'ailleurs, quand j'aime pas les faire, on le sent et en général, je le fais pas ou je le fais mal, quoi. Mais je le fais pas, quoi. Non, mais alors ce genre de choses, moi je te rejoins totalement. Si tu le fais pour les autres, un, ça n'a pas de sens, et deux, ce n'est pas dans la durée. C'est-à-dire que les gens qui te suivent vont rapidement voir que tu pivotes très régulièrement pour faire plaisir à l'un et à l'autre, que ce soit un partenaire ou une marque C'est ça. ou un d'autres sujets, mais très clairement, dans la durée, ce n'est pas viable. Non. Et donc, si tu veux, pour revenir à ma famille, notamment les enfants, parce que c'est vrai qu'on se pose toujours cette question-là, moi, je les laisse cheminer avec ce qu'ils peuvent voir de moi. Et honnêtement, des fois, ils sont au courant, pourtant, ça se voit, mais ils sont au courant des fois de 30% de ce que je peux faire ou de ce que je peux dire, tu vois. Et c'est pas grave. Voilà, je les laisse cheminer. Je pense que c'est aussi une graine qui est plantée dans leur cerveau, c'est-à-dire que leur père a peut-être aussi une vie un peu particulière, voilà, une vie ouverte au monde d'une certaine façon. Peut-être que aujourd'hui, j'ai pas l'impression, c'est pas deux aventuriers ou deux explorateurs, hein, tu vois, mais c'est pas très grave en soi. Peut-être qu'ils feront quelque chose de radicalement différent, mais en tout cas, tout ça, je suis convaincu que tout ce qu'ils peuvent entendre, tout ce qu'ils peuvent voir, ça chemine dans leur tête et ça leur servira quoi qu'il arrive. Donc en fait, c'est plutôt à ce niveau-là. Après, je dirais que le côté transmission, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le côté témoignage. Tu vois, je reviens toujours à donner du sens à tout ça, donner du sens à un déplacement, donner du sens à une exploration, à une visite. Je trouve que par les temps qui courent, c'est vraiment important. Euh, et je pense qu'à terme, il y a peut-être des choses qui se feront moins parce qu'elles n'ont pas de sens et que les gens ne s'y retrouveront pas. Donc c'est important. Et sans donner, si tu veux, ni de leçon, quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout ça. Mais je trouve qu'il y a des messages universels de tolérance, d'ouverture au monde. Hein. Par les temps qui courent, je crois que c'est important. Et je pense qu'au travers de ces explorations, c'est une façon de le faire. Et d'ailleurs, je termine là-dessus. Je suis désolé, je suis un peu long, mais quand j'ai été en Ouzbékistan, je m'en suis rendu compte au montage, parce que quand la personne me l'a dit, j'avais pas fait gaffe. Et d'ailleurs, on me l'a redit après, plus tard, dans une autre aventure. Donc c'est dans mon film, c'est une toute petite phrase. Hein. Une des femmes chez qui je suis accueilli par son mari, enfin la femme du mari, enfin je vais y arriver, qui me dit montrez tout ça en France. Montrez bien tout ça en France. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je suis en train de filmer, ce que je la filme, les gens sont très, très fiers et très contents et que je sois là, que je leur explique ma démarche, et ils sont contents que je montre ça, on va dire, au monde. Ça m'est arrivé au Ladakh. Les gens m'ont dit c'est extraordinaire, je faisais un documentaire sur l'avancée des routes, et bon, le documentaire n'est pas sorti encore, et ils m'ont dit c'est extraordinaire ce que tu fais, vraiment merci beaucoup de ton implication. Tu vois, en Ouzbékistan, la même chose. Au Tadjikistan, je me suis intéressé aux populations, on me dit la même chose. Montre tout ça en France, c'est important. Donc tu vois, la transmission, elle se fait dans. Toi, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que les gens sont vraiment contents de montrer au monde comment ils vivent, et puis en même temps, je trouve que c'est un beau message pour nous occidentaux qui avons toujours l'impression qu'on est le centre du monde et qu'on a la vérité sur tout. Ouais, c'est intéressant et c'est vrai, on parle de transmission, mais il y a aussi comment toi, tu évolues à travers ces aventures. Je pense que le Cédric d'aujourd'hui n'est probablement pas le même qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, ou même au lancement de Vetopo. Très, très clairement, toutes ces aventures construisent et c'est ce qui fait qu'on a envie d'y retourner parce qu'on sait que ça nous apporte beaucoup, qu'on va s'élever, qu'on va évoluer et s'ouvrir aux autres à travers ces différentes aventures. Donc en tout cas, voilà, c'était un beau témoignage, une belle transmission. On parlait de transmission, hein, voilà, c'était un beau moment de transmission sur tes motivations, mais aussi pourquoi tu le faisais et quel sens tu souhaitais donner. On arrive sur la fin de l'épisode, Cédric. Quel message tu souhaiterais faire passer aujourd'hui aux gens qui écoutent? Ah, il y a peut-être plusieurs messages, mais je dirais que le premier, euh,
le mouvement, c'est la vie ou la vie, c'est le mouvement. Donc, il faut faire des choses. Voilà, il faut faire pour, rester en forme sur le plan du cerveau, sur le plan physique, rester ouvert à ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment important dans un monde où des fois, on a voulu d'ailleurs, enfin, on nous a même déjà bien parqué pendant quelques années. On nous disait qu'il fallait pas qu'on bouge, il fallait pas qu'on sorte, et c'était clairement une erreur. Parce qu'en fait, voilà, le mouvement, c'est la vie. Et puis, ne pas avoir peur aussi de l'avenir et de l'évolution des choses. Et je reprends juste cette petite expérience que j'ai pu vivre. J'ai eu une grosse fracture de la jambe il y a quelques années. Et quand j'avais été voir mon chirurgien quelques mois après, je lui avais dit, je suis impatient que ça revienne comme avant. Il m'avait dit, mais comment ça comme avant? Je lui ai dit, ben oui, voilà, je puisse reprendre. Il dit, monsieur, mais tous les jours, vous êtes différent. Tous les jours, vous êtes différent. Donc, quand on vous enlèvera tout votre matériel, vous serez déjà totalement différent de la personne que vous étiez avant, pas tant sur le plan physique, mais sur le plan parce qu'en fait, les choses évoluent. Donc, n'ayons pas peur de l'avenir. Voilà, voyons comment les choses se déroulent. Adaptons-nous aussi aux différents événements. Et puis, bougeons. Voilà. Ouais, bougeons, restez en mouvement. C'est un peu ce que j'avais retenu. C'est même pas un peu, c'est totalement ce que j'avais retenu, moi, de mon aventure dans le Grand Froid, qui sera également au festival, et on se croisera à cette occasion. Au moment où on parle, on n'y est pas encore, mais on se croisera là-bas, et c'est ce que j'avais retenu, c'est être en mouvement, parce que si tu restes immobile, c'est la mort qui t'attend très clairement. Donc il faut rester en mouvement. Un grand merci, Cédric, pour ton témoignage. Et puis, si vous souhaitez vivre, en tout cas visionner une belle aventure, je vous invite à aller sur le site Tous en Selle pour voir s'il y a un festival qui sera justement proche de chez vous, une date proche de chez vous, et aller voir l'histoire de Cédric. Un grand merci, Cédric, et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.